toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. La courbe du chômage ne s'inverse toujours pas. Pôle emploi a dévoilé ses chiffres pour janvier. Le nombre de demandeurs d'emploi continue de stagner dans la région PACA, mais aussi dans la région Languedoc-Roussillon. L'inquiétude des familles roms de Montpellier et des associations qui les accompagnent. 3 camps de l'agglomération sont menacés de démantèlement. Les municipales, avec la loi de 2000 qui oblige les partis à présenter autant de femmes que d'hommes sur les listes, mais la parité en politique, ce n'est pas encore tout à fait ça. Et puis la Villa Madi, le restaurant de Cassy a obtenu sa 2e étoile au guide Michelin, une consécration pour son chef qui vient à peine d'arriver dans l'établissement. À la une de l'actualité, donc, les chiffres du chômage pour le mois de janvier qui viennent d'être dévoilés. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A stagne par rapport à décembre, avec une augmentation de 0,3% sur le plan national et de 0,2% dans les Bouches-du-Rhône. À noter que dans l'Hérault, le chômage diminue très légèrement de 0,3%. Et à ce propos, justement, à Marseille, il y a des postes à pourvoir, 2000 postes plus exactement, des emplois qui seront créés sur les terrasses du port. Ce complexe commercial qui sera inauguré en mai dans le quartier de la Joliette a ouvert un local pour que les Marseillais puissent y déposer leur CV. C'est un reportage de Julien Butner et Samia Belbachir. 2000 emplois à pourvoir, les terrasses du port sont une bonne nouvelle pour l'emploi à Marseille. 190 boutiques vont ouvrir en mai prochain. Pôle emploi, la mission locale et Émergence se sont associés au nouveau centre commercial pour recruter des demandeurs d'emploi. J'ai regardé un peu sur internet. C'était pas très ciblé dans ce que je voulais faire, mais j'ai voulu quand même venir pour discuter, pour voir un petit peu. Autant en agent de maintenance, autant en logistique, autant en transport, autant en manutention, autant en vendeur, autant en magasinier, pourquoi pas. Rien à perdre. Aujourd'hui, celui qui veut trouver du travail, il y en a. Il ne faut pas regarder le salaire, c'est tout. Les terrasses de l'emploi sont un intermédiaire entre les demandeurs d'emploi et les différents recruteurs du futur centre commercial de la Joliette. Environ 80 personnes sont accueillies chaque jour. Ici, les conseillers jouent le rôle de premier filtre avant l'embauche. Nous, on est là en fait pour vraiment vérifier les CV, déjà, pour savoir si ça correspond bien au poste, d'accord, et les élaborer aussi et les aider à les rectifier si jamais le CV n'était pas adapté au poste. On les conseille en fait justement sur leur recherche d'emploi aussi, sur leur CV. Au lieu d'entretien d'embauche classique, certaines enseignes proposent de juger les compétences des postulants lors de simulations, une manière d'évaluer les aptitudes plutôt que les qualifications et expériences. Les terrasses de l'emploi sont accessibles à tous les profils. Il faut recréer toute une population de travail pour faire vivre ce centre, donc on a besoin à la fois des personnes qui sont peu qualifiées, mais également de personnes pour l'encadrement. Une centaine de postes sont déjà pourvus. La vente, l'entretien et la sécurité sont les secteurs qui recrutent le plus. À Montpellier à présent, environ 50 Roms militants associatifs ont manifesté leur inquiétude devant la préfecture de l'Hérault cet après-midi. Ces familles habitent sur les 3 camps de Roms de l'agglomération de Montpellier qui sont sous le coup d'un avis d'expulsion. Réaction au micro d'Ahmed Ramani et de Maxime Maistre. La mairie envisage de créer un village d'insertion pour 20 familles roms alors qu'il existe 700 à 800 Roms dans l'agglomération. Donc que va-t-on faire des autres? Il y a un plan B, c'est d'intégrer les Roms qui vivent ici et de le faire décemment. Le préfet n'a pas souhaité qu'il y ait des évacuations, des récupérations de terrain cet hiver pour des raisons humanitaires. Pourtant les jugements sont là, doivent être exécutés et nous reprenons ce travail de préparation qui est un diagnostic complet que nous faisons sérieusement et qui dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc il est fort probable que rien ne se passera avant le mois de mars. Une bonne nouvelle à présent pour le justiciable du Gard. La cour d'appel de Nîmes va être maintenue. C'est Christiane Taubira, la garde des Sceaux, qui l'a annoncé hier à l'occasion d'un débat sur l'organisation juridictionnelle au Sénat. L'instance était menacée par le projet de réforme de la carte judiciaire. Pour autant, les professionnels de la justice restent vigilants et appellent au rassemblement le 17 mars prochain. On va ouvrir notre page spéciale municipale.
J-25 avant le premier tour. Aujourd'hui, on s'intéresse à la parité dans cette élection municipale. La loi de 2000 oblige les partis à présenter autant de femmes que d'hommes sur les listes. La règle, c'est un homme, une femme. Mais un constat s'impose à Marseille. Les femmes sont rarement tête de liste dans les secteurs et il n'y a pas de candidate à la mairie de Marseille. Marguerite Kirk. Jean-Claude, Patrick, Stéphane, Jean-Marc, Pape, tous candidats à la mairie de Marseille, tous des hommes. Si la parité est une obligation légale pour ce scrutin, le sexe masculin se taille encore la part du lion. PS, UMP, Front de Gauche et Front National totalisent 32 têtes de liste, dont seulement 12 femmes, un peu plus d'un tiers. On est encore loin de l'égalité parfaite. Dans la sphère publique, qui est le domaine politique, c'est un combat très compliqué dans lequel les hommes n'ont pas du tout envie de voir céder leur place au fond. Le nombre de places est assez réduit et au final, les femmes, on leur laisse gentiment celui de l'organisation et autre chose. Le Front de Gauche est un des rares partis à présenter autant de têtes de liste hommes que femmes. Au PS, on y était presque, mais voilà, quand il a fallu faire de la place à l'écologiste Karim Zeribi, c'est Nathalie Pigamo qui a été sacrifiée. Et même quand elles sont têtes de liste, les femmes sont plus facilement envoyées au casse-pipe dans des secteurs réputés ingagnables, comme Annie Lévy-Mosiconacci qui doit combattre Jean-Claude Gaudin sur ses terres, ou Arlette Fructus, chef de file de l'UDI. Sa mission impossible, gagner la mairie de Samia Ghali. C'est encore plus motivant que d'avoir des défis à relever. Et je pense que les hommes qui sont dans des situations plus confortables, comme vous le dites, regretteront un jour de ne pas avoir livré un combat comme celui que je livre par exemple. Arlette Fructus et Marie Batou peuvent raisonnablement espérer siéger au conseil municipal. En attendant mieux, peut-être lors des prochaines municipales de 2020, quand la parité sera encore mieux installée. À Montpellier à présent, Jacques Domergue était sur la scène du Rockstore hier soir. Le candidat à la mairie de Montpellier a présenté ses colistiers UMP, Modem et UDI. Mais devant 500 militants et sympathisants, le chirurgien s'est surtout attaqué au bilan de la majorité socialiste sortante. Écoutez. Nous sommes là avec une mission bien précise. Nous sommes là pour libérer Montpellier. 37 ans qu'on nous raconte des sornettes, 37 ans qu'on essaie d'améliorer la vérité. Ça ne peut plus durer. Parce que ce combat, ça va être aussi le combat des gens honnêtes contre ceux qui appartiennent ou qui exploitent un système. Ce combat, ça va aussi être le combat de l'éthique. Parce qu'il n'y a pas d'éthique en face de nous. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Franck Chassagnon. La cigarette électronique est-elle efficace pour arrêter de fumer? D'après une étude réalisée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l'usage de la e-cigarette réduit la quantité moyenne consommée par chaque fumeur et serait à l'origine d'une partie de la baisse des ventes observées en 2013, soit une chute de 7,6%. En revanche, si entre 8 et 9 millions de Français ont essayé la cigarette électronique, ils sont que 1,5 million à l'utiliser régulièrement et seulement 1% d'entre eux ont définitivement écrasé leur dernière cigarette. Serge Dassault a fait part de ses regrets aux enquêteurs. Le sénateur maire UMP a déclaré sur Europe 1 « Je n'aurais jamais dû donner d'argent pour quelque projet que ce soit. J'ai mis le doigt dans un engrenage que je n'aurais jamais dû approcher. » Les magistrats qui enquêtent sur des achats présumés de voix lors de plusieurs scrutins municipaux à Corbeil-Essonnes disposent d'une liste découverte chez le sénateur. Selon Libération, une liste d'environ 130 personnes qui auraient bénéficié d'avantages divers. Serge Dassault a décidé de porter plainte contre Libération. L'UMP a mis sa menace à exécution. Les députés du Parti conservateur ont boycotté la séance des questions au gouvernement. Une action pour protester contre les propos jugés injurieux du ministre de l'Intérieur. La veille, Emmanuel Valls avait renvoyé le député Claude Goasguen à son passé d'extrême droite. On s'intéresse à présent à une compétition pas comme les autres, avec les demi-finales du 9e concours de biérologie. C'était cet après-midi au lycée hôtelier Georges Frêche de Montpellier. 8 élèves de tout le sud de la France s'affrontaient. Reportage Mouadalia Kabi. Vous pouvez me conseiller un petit peu? Une Affligem donc? C'est une bière d'abbaye. C'est une bière d'abbaye belge? Ouais, très bien. Je vais prendre une bière d'abbaye alors. Ouais. C'est fort ça, non? Le taux d'alcool, l'acidité, l'amertume, c'est le genre de questions posées à ces lycéens en hôtellerie. La consommation de la bière ne se limite plus au bar. Il est commun aujourd'hui de commander un demi au restaurant. Il faut donc avoir les connaissances pour répondre à une clientèle exigeante.
De plus en plus, les consommateurs cherchent des produits, des premiums, des bières de spécialité, des super premiums, comme on les appelle, des bières d'abbaye, des bières aux fruits. De plus en plus, on voit ce type de produits proposés aux consommateurs et qui veulent être conseillés. Moi, j'ai jamais essayé, je suis pas convaincu. Vraiment. Vous n'êtes pas convaincu? Non. Mais... Alors, dites-moi peut-être la première chose qui vous rebute. Et pour rester dans la thématique du restaurant, les 8 candidats devaient s'improviser biérologues, oui, ça existe, et concorder les mets avec les bières, tout ceci sous le regard des spécialistes, en première ligne pour observer cette petite révolution. Ça se fait de plus en plus, effectivement, ne serait-ce que l'été, où c'est agréable. Et puis le produit bière a fait beaucoup de progrès avec des bières très différentes, très typées, des bières d'abbaye qui permettent ce genre d'accord avec des plats. Tout à fait, ça fonctionne très très bien. Nous avons par exemple, dans un pays comme la France, pays de vin, une capillarité de brasserie. Et donc vous avez effectivement cette possibilité d'avoir des bières tout à fait haut de gamme qui sont proposées à différents niveaux de restauration et d'établissement. Étape finale, faire un cocktail, un mint julep, là encore avec de la bière. Les 2 vainqueurs de la journée seront qualifiés pour la finale qui aura lieu à Paris. On reste dans le milieu du goût et de la gastronomie et on se dirige vers Cassis à présent où la Villa Madi vient de décrocher sa 2e étoile au guide Michelin. C'est une consécration pour son nouveau chef Dimitri Droineau qui vient tout juste de poser ses valises en Provence. Sidonie Canetto est allée goûter aux spécialités de l'établissement. C'est des spécialités pour le moins appétissantes. Regardez. C'est un maigre de Corse. Cuit doucement au four avec une sorte de parigoule de légumes, artichauts, gros coco, oignons nouveaux. C'est vrai que voilà, je compose en fait ces menus un petit peu en fonction de ce qu'on me propose. Mes producteurs aujourd'hui voilà, m'apportent ça, donc j'assemble tout ça. C'est un plat qui se décide souvent un petit peu dernière minute. Spontanéité, créativité et terroir local, la cuisine de Dimitri Droineau, c'est de la haute gastronomie. La qualité de ce jeune chef de 34 ans d'origine normande, toujours se remettre en question et renouveler souvent sa carte. On essaie vraiment de vraiment amener une assiette, l'évoluer. Je pense qu'elle n'est jamais vraiment à son terme l'assiette. On n'a jamais vraiment un plat qui pour moi est abouti. Le jour où il est abouti, je pense qu'il faut qu'on change de la carte. Cette évolution des plats est aussi le résultat d'un travail d'équipe. Chacun dans la jeune brigade apporte sa touche personnelle. La 2e étoile est donc une récompense collective et ajoute un peu de pression au quotidien. Je pense que c'est que du bon stress. Que du bon stress, tout le monde doit garder sa rigueur et tout ira bien. Le point fort de la Villa Madi, c'est cette osmose entre mets et vins, une collaboration entre le chef et son sommelier qui se traduit par des échanges constants. Vu qu'on est dans l'échange, lui il me fait beaucoup goûter ses plats, moi à l'inverse je lui fais goûter des vins pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là et surtout sur les accords mets-vins. De 70 à 130 € le menu actuellement, la 2e étoile ne devrait pas faire changer la gamme des prix au chef Droineau. Son parti pris, démocratiser sa cuisine tout en offrant de la haute gastronomie devant une vue unique.